Bonjour à vous, je suis André Descaries, comptable informaticienne. Oh, mais attention, méfiez-vous, je suis écrivaine, oui. Une écrivaine comptable, un comptable écrivaine informaticienne. Curieux? Vous avez raison, il n'y a pas de quoi. Je serai en compagnie de Nathalie Turgeon pour la prochaine demi-heure à mot à mot. Bonjour à tous et à toutes. Vous êtes en compagnie de Nathalie Turgeon au compte à rendre à mot à mot. Aujourd'hui, jeudi matin, le 16 janvier, sur les ondes de Radio Centre-Ville au 102,3. Ça fait un petit bout déjà qu'on n'a pas eu l'occasion de discuter ensemble. Alors oui, la dernière fois qu'on s'est rencontrés, en fait qu'on s'est parlé, c'est au lendemain de Noël, le 26 décembre, avec Ellie Henson, que nous saluons d'ailleurs, pour les carnets maudits. La vie va reprendre son cours, il faut bien. Hein? Alors, c'est une nouvelle année remplie de surprises littéraires et de rencontres des plus intéressantes, ça c'est certain. Donc, le début de notre deuxième saison à mot dans le cadre de l'émission des comptes à rendre. On vous a déjà annoncé d'ailleurs que notre chronique serait maintenant diffusée sur le web, sur YouTube. Alors, c'est fait. On a eu notre première surprise au mois de décembre, bien sûr, avec Yvon Jean, le grand maître de l'initiative. Ça a été super, vraiment. On va travailler là-dessus. Merci beaucoup, Yvon. D'ailleurs, il est là ce matin pour faire la vidéo. Et nous sommes aussi en compagnie, bien sûr, de Marc-André Lavoie à la régie. En fait, Marc-André Lavoie, faut savoir, c'est le grand maître des comptes à rendre. Il est à la régie ce matin. Retour du temps des fêtes. Bonjour, Marc-André Lavoie. Bien, bon matin. Comment allez-vous? Ben, ça va très bien, vous. Le retour des fêtes, qu'est-ce que ça a l'air? Bien, ce qui arrive, c'est que les nouvelles années amènent de nouveaux défis. Je pense que c'est très intéressant. Le nôtre, OK, d'ailleurs, pour cette année, il risque d'y avoir beaucoup de changements annoncés dans les prochaines semaines. Mais j'ai bien hâte de voir ce que ton invité a à dire. J'ai moi-même et Yvon lu quelques petites choses, donc je me permets de te laisser l'antenne à toi. Excellent. Alors, ce matin, Marc-André et Yvon, nous avons dans nos studios de Radio Centre-Ville, on a le plaisir d'être accompagné d'André Descaries, qui est écrivaine, oui, informaticienne, etc., etc. Ce qu'elle n'a pas dit, c'est qu'elle est aussi éditrice, conférencière, et j'en passe. Alors, André Descaries, je vais me permettre de vous présenter. André Descaries, donc, est comptable agréée, informaticienne visionnaire. Elle a participé d'ailleurs à plusieurs enquêtes de fraude économique et d'analyse de contrôle informatique. Puis tout ça l'a mené en fait vers la vérification informatique. Elle a poursuivi sa carrière chez plusieurs entrepreneurs internationaux en technologie de l'information et dans l'implantation des systèmes informatiques. Sa passion pour l'industrie de l'énergie l'a amenée à réaliser plusieurs mandats auprès de ces entreprises. Elle a aussi enseigné à l'Université de Montréal. Elle donne et a donné des conférences de toutes sortes, bien sûr. Ses 30 ans d'expérience lui ont permis de prendre conscience des enjeux géopolitiques, énergétiques, lui permettant de communiquer habilement sur le choc pétrolier. Ça, c'est quelque chose, puis on va en parler tantôt. Au cours de sa carrière, elle a beaucoup voyagé en Amérique du Nord, en Amérique centrale, en Afrique et en Europe. Elle est également détentrice d'un baccalauréat en comptabilité publique, je m'excuse, ça doit m'énerver, de l'École des hautes études commerciales de l'Université de Montréal. Elle possède également une licence de comptable agréée et un certificat en informatique. Ça, c'est quelque chose, on va y revenir. Alors, laissez-moi souligner ceci, André. J'ai lu quelque part qu'avec vos livres comme Pétrole Lascaux, Alice au pays des cybercriminels. Et le tout dernier là, qui va sortir bientôt, L'éradicateur, un jardinier qui en savait trop. Paraîtrait-il que vous êtes une extraordinaire écrivaine, mais surtout que votre talent est puissant et très provocateur. Bonjour, André Descaries. Bonjour, Nathalie Turgeon. Comment ça va? Ça va super bien. Bon, on est très, très heureux de vous recevoir ce matin. Dans ma fantaisie, en tout cas après avoir lu les 2 premiers livres, j'ai pas lu le 3e, là, je me suis dit provocatrice. André Descaries, provocatrice. Comment ça, provocatrice? Pour faire avancer les choses, aussi pour dire les vraies choses, pour informer la population et aussi beaucoup dans mon expérience professionnelle, j'ai souvent été la première personne à faire des choses, donc j'ai souvent amené beaucoup de choses nouvelles dans mon travail.
J'ai été, par exemple, la première femme comptable qui a été engagée dans un bureau de comptable agréé. Ah oui? Un bureau privé qui était la première dans ce bureau-là particulièrement. Ah oui. Pourquoi? Parce que les femmes n'allaient pas dans le monde de la comptabilité ou parce qu'on n'acceptait pas les femmes dans le milieu? Je ne sais pas vraiment pourquoi exactement, mais pourtant, ils sont d'excellentes travailleuses, comme toutes les autres, là, ça c'est sûr et certain. C'est un monde qui est quand même un monde qui est dur. Donc, c'est beaucoup d'exigences. Il faut avoir les nerfs solides. Oui, absolument. Okay. Et à ce moment-là, je comprends votre idée des chiffres et tout ça. Je veux bien. Puis là, il faut savoir qu'on s'est déjà rencontrés. Nous, on se connaît du festival hors ligne. On s'est vu au Salon du livre et tout ça. Moi, je perçois pas votre côté comptable, mais votre côté écrivain, ah oui, ça c'est sûr et certain, puis provocatrice, certainement. Mais dites-moi donc, comment on passe, André, de la comptabilité, avec les études que vous avez et tout ça, à l'écrivain, même si vous écrivez depuis toujours, là, comment ça se fait que vous avez passé de l'autre côté? De ce côté-là, en fait? Je dirais que je suis revenue à mes premières amours. Ah! Quand j'ai commencé mes études, j'ai écrit quelques livres, sans publier à l'école, mais j'ai jamais poursuivi ça parce que je voulais poursuivre d'autres chemins professionnels. C'était important pour moi d'avoir un travail à la fin de mes études, très, très important. Donc, quand on est écrivain, on n'a pas de... On n'a pas de possibilité d'emploi, vous pensez? C'est plus dur et c'est pas quelque chose qui est certain. Ça, c'est sûr. Ouais. Et j'avais besoin d'argent pour aller à l'école et donc j'avais besoin d'argent aussi pour me faire vivre. Donc, c'est important. Et j'aime le changement. Donc, la comptabilité, c'est quelque chose qui change pas vraiment souvent. C'est pas mal toujours pareil. Donc, c'est pour ça que je suis allée après ça vers l'informatique, qui était un nouveau domaine qui s'ouvrait à cette époque-là. Et ça m'a attiré tout de suite parce que c'était absolument logique. Et ça l'offrait des possibilités fantastiques. Et à partir de là, ça m'a amené vraiment à m'en aller vers l'informatique. Et mes doubles compétences, je dirais, comptable et informatique, m'a toujours amené dans des domaines qui étaient en deux chaises, comme la fraude économique. Oui. La fraude informatique, tous les systèmes d'opération de l'énergie aussi, qui sont du domaine, il faut bien connaître le domaine d'affaires en même temps qu'avoir une idée de comment ça pourrait marcher en informatique. Donc, tout ce domaine-là m'a amené là-dedans. Et quand j'ai travaillé dans beaucoup de systèmes d'opération d'énergie, j'ai eu accès vraiment à beaucoup d'informations privilégiées où je pouvais comprendre c'était quoi l'implication dans le domaine de tous les jours, dans les activités de tous les jours. Et cette information-là n'était pas vraiment publiée ou on n'en parlait pas plus que ça. Mais comment ça se fait qu'on n'en parle pas alors qu'on a toute l'information? L'information est là, c'est ce que je comprends. Non, l'information, elle n'est pas là. Ah! Non, cette information, elle est cachée. Donc, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre-là. Ça faisait longtemps que je voulais écrire un livre. On parle bien de pétrole Lascar. Oui, ici, hein? Voilà. Oui, absolument. Et je cherchais un sujet qui m'allumerait vraiment parce que c'est une passion pour moi, vraiment, l'écriture. Et là, j'ai dit, pourquoi pas parler des sujets cachés là, de ces informations-là qui sont vraiment cachées. Pourquoi pas les dévoiler au grand jour? Quand j'ai lu Pétrole Lascar, d'ailleurs, ça m'a un petit peu... j'étais en choc, en fait, d'une certaine façon. D'abord, il y a beaucoup d'informations qui sont véridiques. Toutes les informations sur le pétrole dans ce livre sont véridiques et la plupart sont vérifiables. C'est ce qui m'a un petit peu surpris parce que c'est d'abord un trailer pétrolier, on l'appelle comme ça. Ça a été publié d'ailleurs en 2012. Il y a beaucoup d'informations, puis je suis allée en vérifier. Je vous avoue que je suis allée en vérifier. Je me suis dit, est-ce que c'est juste pour agrémenter l'histoire? Mais non, j'ai l'impression, mais en tout cas, chaque fois que, puis j'ai lu quand même 2 fois votre trailer, je me disais... C'est aussi juste, mais en même temps, c'est comme si vous nous ameniez d'une certaine façon par le biais du trailer, du suspense, vous nous donnez plein d'informations. Pensez-vous que ça peut avoir un impact pour le lecteur, ça? Ben oui, beaucoup. Quand j'ai commencé à écrire ces livres-là, je suis allée chercher de l'aide, je suis allée chercher un coach d'écriture qui est un journaliste. Et la première chose qu'il me dit, c'est « Pourquoi tu n'écris pas un livre de non-fiction? »
Mais j'ai dit non. Il y a une grosse raison, c'est que j'ai signé des accords de confidentialité, n'est-ce pas? Donc, je ne peux pas écrire un livre de non-fiction. Mm-hmm. Et aussi, c'est un sujet aride, le pétrole. C'est un sujet qui est très mathématique, scientifique. Oui. Donc, je voulais vraiment toucher un plus grand nombre de lecteurs et rendre la chose aussi plus intéressante. J'ai lu quelque part là, ce qui était dit sur le sujet, sur le pétrole Lascar, que vous nous faisiez un cadeau d'un solide roman qui nous plonge dans les coulisses de ceux qui tiennent les ficelles de l'industrie pétrolière et qui tiennent par tous les moyens à maintenir l'hégémonie. Ça veut dire qu'il y a des gros secrets en dessous de tout ça, là? Oui, il y a un gros secret majeur, oui, et c'est le pic pétrolier qu'on a passé en 2008. Oh là 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 là. Le pic pétrolier, c'est à ce moment-là qu'on a consommé la moitié des réserves mondiales de pétrole. Là, on est sur la pente descendante. On est sur la pente descendante, c'est pour ça que le prix de l'essence augmente? Absolument, c'est ça, oui. Il y a une partie qui est spéculation là-dedans, parce que le prix, il augmente et diminue, il augmente et diminue. Oui. Tu sais, on a un peu ce jeu-là du yo-yo, Oui. mais il y a une tendance irréversible qui est vers la hausse, par exemple. Donc, c'est pas terminé. Ça va se poursuivre, là. Ça va se poursuivre. On va voir des sommets. On n'a pas fini. Ça va être toute une phase de transition. Ça veut dire qu'on est mieux de se prendre une passe d'autobus, finalement, d'avoir un passage pour l'autobus, non? Ça va augmenter aussi. Oui, il y a beaucoup de solutions possibles, mais la première, c'est de commencer à devenir indépendant du pétrole. Et le pétrole, c'est pas seulement le transport. Hein. Non, c'est ça. C'est aussi les plastiques, Oui. les médicaments, il y a une foule de choses, les engrais chimiques. C'est toute notre économie qui est affectée par ce phénomène-là. Et on est présentement dans la phase de transition, on a déjà commencé. Donc, on voit un peu les impacts. Par exemple, le prix du pain. Le prix du pain, il a presque doublé en 5 ans. La principale cause de ça, c'est le pic pétrolier. C'est parce que les engrais chimiques qu'on met pour faire pousser le blé plus vite, c'est un engrais qui est extraordinaire. Cet engrais-là coûte de plus en plus cher. Donc, c'est beaucoup plus large. L'impact va être beaucoup plus large que ce qu'on s'imagine. Beaucoup plus large que le transport. Oui. Je vais nous amener tout de suite au deuxième trailer, qui est un trailer, un suspense psychologique, en fait. Donc, Alice au pays des cybercriminels, le cri de révolte des sans-voix. Vraiment, moi, je suis restée bouche bée, complètement. On dit, c'est dit quelque part que, en fait, aux États-Unis, ils sont beaucoup mieux organisés que nous quand il y a de la pédophilie, par exemple. Et qu'au Québec, en fait, les pédophiles, les cyberprédateurs, etc., en prennent à peu près pour 2, 3, 4 mois, finalement, ici. L'histoire d'Alice au pays des cybercriminels, parlez-nous-en un petit brin. C'est l'histoire d'une pirate informatique qui va traquer un assassin sur Internet. C'est un tueur en série. Oui. Qui se déguise en personnage de conte pour enfants pour faire ses crimes, mais il tue des méchants. Et les méchants qu'il tue, évidemment, plusieurs, ce sont des pédophiles. Et à travers cette histoire-là, ce qu'on apprend beaucoup, c'est comment les cybercriminels font pour rejoindre ces jeunes-là. Comment ils font pour les rencontrer aussi, les enlever et les violer. Moi, quand vous dites quelque chose comme ça, évidemment, j'ai le poil qui me dresse sur les bras. D'une certaine façon, votre motivation à écrire ce genre de roman-là ou de suspense-là, d'une certaine façon éducationnelle. C'est comme si vous vous étiez donné une mission d'une certaine façon. Oui, je me suis posé des questions sur pour qui j'écris ou pourquoi j'écris, qu'est-ce qui me motive à écrire. Et c'est vraiment pour aider l'humanité. J'ai une vocation, oui, que j'aime là-dedans, le côté informatif, éducation, tout ça. C'est pour ça que je donne aussi les conférences. Oui. Et en travaillant dans les fraudes informatiques, ces choses-là, ce que j'ai appris, c'est que les cybercriminels, particulièrement les cybercrimes envers les jeunes, ça l'a particulièrement explosé. C'est une augmentation qu'on connaît de 30% par année. Il n'y a aucun crime qui connaît... 30% par année. C'est épouvantable. Il n'y a rien comme ça au niveau criminel qui connaît une si grande augmentation. Et après ça, j'ai commencé à vérifier les informations un peu. Je suis allée rencontrer d'ailleurs le sénateur Pierre-Hugues Boisvenu à Ottawa parce que c'était le fondateur d'une association d'aide
aux familles Oui. et aux victimes là, d'actes criminels. Donc, Oui, voilà. je me dis qu'il en connaissait long sur le sujet et aussi ce qui est arrivé à sa fille. Mhm. Et lui, c'est lui qui me dit particulièrement qu'au Québec, on était un peu le paradis, nous, des cybercriminels et des cyberprédateurs sexuels, parce que on est mal organisé. Notre loi les met à peu près pas en prison. Oui. Et, à quoi vous attribuez ça? En fait, d'une certaine façon, quand je pense, je veux bien croire, les adolescents, les jeunes ont plus accès, en fait, à l'informatique, c'est une chose. Mais les parents, les adultes qui les encadrent, qui sont autour d'eux, là, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, les adultes, souvent, ils n'ont pas la connaissance. Moi, j'étais chanceuse de travailler en informatique, donc Oui. j'ai des enfants aussi. Donc, c'était un peu, pas facile pour moi, mais disons plus facile de mettre, premièrement, d'informer mes enfants que ça existait. Oui. Et, bon, puis Mais il faut les informer, en fait. Absolument. Ils sont pas informés de ça, les jeunes. Chez nous, les amis venaient, on les informait, nous autres, de ce qui se passait, de ce qui arrivait là-dessus. Il y a aussi toute la pornographie auquel nos jeunes ont accès. Il faut aussi leur parler de ça. Ça fait partie des choses. Ça fait partie de l'éducation, en fait. Absolument. Ouais. Et il n'y a pas plus d'éducation que ça sur ce type de crime-là, de cybercrime. Est-ce que c'est parce que c'est récent, en somme toute, là, parce que ça fait quand même pas 50 ans que l'informatique existe, puis tout ça, là, avec l'accessibilité dont... Oui, c'est assez récent et probablement que les parents qui ont des enfants d'un certain âge et qui n'ont pas touché à ça étant jeunes ont plus de difficultés probablement à comprendre ou à être familiers avec les règles de sécurité à mettre là-dessus. Là. Mais c'est vraiment, la meilleure sécurité, c'est l'éducation. C'est pas vraiment de mettre des contrôles parentaux, des choses comme ça. Il y a une certaine époque où, bon, quand les premiers jeux vidéo ont commencé, puis tout ça, pensez-vous qu'il y a comme une espèce d'effet d'entraînement? On s'est un peu... Puis là, je mets ça entre guillemets. On se dit, ben c'est un jeu. L'ordinateur, c'est comme un jeu pour le jeune et tout ça. Mais là, quand on passe aux réseaux sociaux et tout ça, là, ça prend de l'ampleur. Alors, comment on peut... En fait, c'est dans les jeux comme ça sur Internet que les cyberprédateurs rejoignent principalement les jeunes. Ah oui? Oui, c'est pas tant que ça par des réseaux sociaux. Dans ces jeux-là, avec des plateformes avec multijoueurs, il y a une petite fenêtre pour parler entre joueurs. Et là, où ils vont personnifier aussi des personnages, des avatars qu'on appelle là, dans ce jargon-là. Oui. Et là, ils vont se faire des amitiés comme ça. C'est comme ça qu'ils les rejoignent et qu'ils les manipulent. C'est quand même... bon, c'est sûr que moi, je trouve ça ahurissant. Quand j'ai lu le trailer... le suspense policier, je l'ai pris vraiment comme un livre. Alors, je veux juste avertir nos auditeurs, sensibiliser nos auditeurs dans la façon que vous écrivez, André. Évidemment que ça nous donne plein d'informations, mais c'est pas qu'un roman ou un trailer informationnel. Il y a quelque chose de... On a envie d'en savoir plus, en fait. C'est beaucoup moins aride, en tout cas, que de lire, je sais pas moi, des informations statiques là, dans les journaux et tout ça. La façon d'écrire, votre processus d'écriture est quand même pas anodin. J'aimerais ça que vous nous en parliez un petit peu. Comment vous vous y prenez dans votre processus, là? En fait, j'ai une idée en gros de ce quoi je veux parler quand je commence à écrire un livre, mais mes personnages se créent par eux-mêmes, si je peux dire, et je ne fais que raconter leur vie. C'est comme ça que ça se passe, moi, le processus d'écriture. Okay. Je suis ce que le personnage a décidé de faire. Je suis pas plus organisée que ça dans mon écriture. Il n'y a pas de plan. Il n'y a pas de plan. Il n'y a pas de plan au départ, non. Je vais écrire et là, je vais aller dans une direction d'un fois, dans une autre, tout ça. À la fin, là, je vais structurer ça un peu plus. Je vais peut-être changer des choses de place pour suivre une séquence plus chronologique, par exemple, ou je vais enlever des personnages que je trouve qui sont trop... pas vraiment dans l'histoire. Comment c'est reçu dans les écoles? Vous disiez tantôt que, bon, vous donnez des conférences dans les écoles et tout ça. Comment c'est reçu par les jeunes? Il y a beaucoup de questions des jeunes et une des questions que les jeunes se posent, c'est quoi un viol? Oh, il est arrivé telle affaire à ma cousine. Elle s'est-tu vraiment fait violer? Je suis pas sûre. Hey, quand tu es rendu à se poser cette question-là, c'est parce que tu manques d'informations, de connaissances. Oh là là! Ils comprennent bien l'intimidation, la cyber-intimidation. Ils comprennent bien comment arrêter ça. Ils comprennent bien l'auto-exploitation, qu'est-ce que c'est.
prendre des photos d'eux-mêmes, envoyer ça sur Internet. Ça, Ils sont conscients, là. Ils sont conscients, ils commencent à être allumés là-dessus. Mais le gros manque, c'est vraiment la cyberpornographie. Là, ils savent pas vraiment, c'est-tu de la pornographie, c'est quoi de l'érotisme? Bon, c'est une question qu'on se pose quand même depuis la nuit des temps, on pourrait dire, mais il y a quand même une ligne facile des fois. Alors, il y aura de quoi placoter dans les chaumières, ça c'est sûr et certain. Je veux vous amener maintenant vers le troisième parce que au mois de mars 2014, ça sera le troisième bouquin qui va sortir. Donc, l'éradicateur ou le jardinier qui en savait trop. Oui, c'est ça. Hein? Bon, j'aimerais ça que vous nous en donniez un petit peu. Celui-là, je ne l'ai pas lu, alors quelques petits teasers, là, quelques petites choses pour nous aider à comprendre. Le grand sujet de ce troisième livre-là, c'est les drogues synthétiques. Ouais, c'est les mêmes personnages qui se retrouvent, hein, la même firme d'enquêteurs là, qui se retrouvent d'un livre à l'autre, dans les trois livres d'ailleurs. Et donc, on commence en Chine, dans les collines de thé. Et ce sont 2 jeunes Chinois qui vont sortir de Chine, ils vont s'en aller au Panama. Mais ils vont vivre une belle vie au Panama, mais à un moment donné, ça va mal tourner. Et il va y avoir un meurtre, ou un suicide, on ne sait pas. Okay. On se pose la question, et là, il va y avoir une enquête, et là, on va vraiment découvrir une vie parallèle qu'on ne connaissait pas de cette personne-là qui est morte. Et on va parler des drogues synthétiques. On va parler aussi beaucoup de la Colombie, du marché de la drogue en Colombie, tout ça. Donc, il va y avoir une enquête, et notre jardinier, il va partir en guerre contre le cartel colombien de la drogue, mais avec des armes qu'il connaît bien et qu'il maîtrise très, très bien. Et il va avoir une armée très spéciale qui va envoyer en Colombie infecter les plants de coca. Et ça va tellement bien marcher, son armée, que je dis pas c'est quoi. Ben non, voilà. que ça va créer une pénurie sur le marché nord-américain de cocaïne. Ça serait une solution, vous croyez? Pensez-vous que ça peut être réalisable? Oui, absolument, oui. C'est une idée, d'ailleurs, que j'ai entendu parler à un moment donné avec quelqu'un qui voulait enrayer la drogue en Colombie. André, quand je disais tout à l'heure que vous êtes une personne provocatrice, là, on comprend mieux le personnage, on s'entend là-dessus. C'est sûr que moi, j'ai envie de lire le troisième, évidemment. Vos attentes à vous, comme personne, comme écrivaine. Bon, vous faites de l'éducation, vous avez envie de nous stimuler au niveau de la lecture, ça, j'ai bien compris ça aussi. Mais l'impact, qu'est-ce que vous souhaiteriez? L'impact de vos livres, qu'est-ce que vous souhaiteriez qui arrive? Ben, qu'il y ait le plus de monde possible qui le lise, évidemment, et qui deviennent conscients. Dans le fond, mes attentes, c'est vraiment d'élever la conscience, je dirais, là, humaine dans ces sujets-là, particulièrement. Parce que c'est aride, là, on se le dit, là. Oui. C'est aride, là, comme sujet. Pas le contenu du livre, mais... Oui, mais on s'amuse beaucoup. Oui, à ça, c'est absolument, on a envie, on va d'une page à l'autre, puis on veut toujours en savoir un peu plus. Ça, c'est sûr. C'est aussi des sujets pour les jeunes, par exemple, les adolescents, les gars qui lisent moins. Ou, tu sais, c'est plus dur, eux autres, de trouver des livres souvent, là, qui vont les intéresser. Puis ça, c'est un monde qui aime beaucoup, d'habitude, ces jeunes-là. Donc, c'est aussi vraiment pour s'amuser, se préparer à la phase de transition, comprendre notre monde moderne, comment ça marche, les affaires. En tout cas, c'est avec les vrais mots, ça c'est sûr et certain. André, je vois la fin de la chronique arriver. Il me semble qu'on aurait plein de choses à se dire. Vous êtes aussi éditrice, vous avez la maison d'édition Révolte. Alors, j'invite les auditeurs, bien sûr, à aller voir sur les sites Internet tout ça pour en savoir davantage et sur vos livres et sur les éditions Révolte. Il y a aussi, puis je vais me permettre, Marc-André, si vous vouliez bien me passer le livre que vous avez entre les mains, j'apprécierais. On va faire une petite publicité pour quelqu'un aussi. Voulez-vous nous en parler, André? Certainement. C'est un jeune auteur de 17 ans qui écrit dans un style très particulier. Il s'appelle Félix D. Corbeau. Et il a écrit 2 livres. La première, ça s'appelle « Histoire de peur ». Ce sont des contes, des essais, des nouvelles et des poèmes d'horreur.
des poèmes d'horreur. On va refiler ça chez Yvon Jean, certainement. Alors, on aura peut-être l'occasion de rencontrer Félix prochainement. Prochaine année, un autre projet d'écriture qui s'en vient. Le troisième sort là, au mois de mars 2014. Oui, j'ai déjà mon idée. Un scoop peut-être, rapidement. Ça va être les sectes sataniques. Ça va être aussi des tueurs en série, un tueur en série, probablement. Oh là 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 là. Alors, vous viendrez nous présenter ce 4e livre-là, hein? Avec très grand plaisir. Ben, merci beaucoup, André Descaries. Merci beaucoup, Nathalie Turgeon, de m'avoir invitée à votre émission. Plaisir. Oh, on vient d'avoir toute une entrevue avec André Descaries, c'est quelque chose, ça c'est sûr et certain. Alors, on passe au volet événements. Je fais ça assez rapidement. Vous dire que demain soir, le 17 janvier, il y a une soirée pyjama au Lion d'Or. Allez voir sur les sites Internet. Vous allez voir, c'est entre autres, c'est un premier party pyjama littéraire qui s'amène à Montréal. C'est sous l'égide, en tout cas, il y a entre autres Claudia qui a fait toutes sortes de choses à ce niveau-là. Il y a Kim Thuy. Bon, alors il y a des gens qui... Allez voir ça sur le site du Lion d'Or. Le premier party pyjama littéraire. Il y en aura quelques-uns le 17 janvier, le 7 février, le 25 avril, avec des auteurs qui vont vous recevoir et puis vous aurez l'occasion d'avoir peut-être, de passer même au confessionnel puis d'avoir des petites phrases pour vous. Alors, il y a cet événement-là que moi je trouvais intéressant. Dans les prochaines semaines, on va recevoir également Pierre Zalowski. Alors, Pierre Zalowski, c'est un écrivain. Il viendra nous parler de ses livres, mais entre autres, Le froid modifie la trajectoire des poissons. On risque d'avoir beaucoup de plaisir. On aura également prochainement Jean-François Beauchemin, Quelque pas dans l'éternité. C'est quelque chose de fabuleux. Vous allez voir, allez voir sur les sites Internet, là, Jean-François Beauchemin, très intéressant. Une dernière petite chose, Montréal en lumière, 20 février au 2 mars. On aura l'occasion d'être présent, évidemment, particulièrement, d'ailleurs, Roger Stéphane Blaise va venir nous en parler où on aura une petite information là-dessus pour les 10 heures de la poésie. Alors, aux 10 heures de la poésie, c'est vraiment un événement absolument particulier et c'est une nuit absolument magique, mais vous allez voir, Montréal en lumière, c'est un événement cette année, quelque chose de très, très bien. Et c'est... par la même occasion, c'est présidé par Tristan Malavoie pour les 10 heures de la poésie. On aurait plein de choses à se dire encore, bien sûr. Alors, d'abord, merci beaucoup à notre invité, André Descaries. Merci beaucoup. On a hâte de vous revoir. Merci. Merci beaucoup, Nathalie Turgeon. Un gros, gros merci. Merci à Yvon Jean. Alors, à la vidéo. Et puis, vous aurez ça sur YouTube et à Marc-André Lavoie. Chaque semaine, on reçoit vos courriels. On y répond. Alors, vous avez des suggestions? Sans problème. Bonne semaine. Bonne lecture. Bonjour à vous, je suis André Descaries, comptable informaticienne. Oh, mais attention, méfiez-vous, je suis écrivaine, oui. Une écrivaine comptable, un comptable écrivaine informaticienne. Curieux? Vous avez raison, il n'y a pas de quoi. Je serai en compagnie de Nathalie Turgeon pour la prochaine demi-heure à mot à mot. Bonjour à tous et à toutes. Vous êtes en compagnie de Nathalie Turgeon au compte à rendre à mot à mot. Aujourd'hui, jeudi matin, le 16 janvier, sur les ondes de Radio Centre-Ville au 102,3. Ça fait un petit bout déjà qu'on n'a pas eu l'occasion de discuter ensemble. Alors oui, la dernière fois qu'on s'est rencontrés, en fait qu'on s'est parlé, c'est au lendemain de Noël, le 26 décembre, avec Ellie Hansen, que nous saluons d'ailleurs, pour les carnets maudits. La vie va reprendre son cours, il faut bien. Hein? Alors, c'est une nouvelle année remplie de surprises littéraires et de rencontres des plus intéressantes, ça c'est certain. Donc, le début de notre deuxième saison en mot à mot, dans le cadre de l'émission des Comptes à rendre,
On vous a déjà annoncé d'ailleurs que notre chronique serait maintenant diffusée sur le web, sur YouTube. Alors, c'est fait. On a eu notre première surprise au mois de décembre, bien sûr, avec Yvon Jean, le grand maître de l'initiative. Ça a été super, vraiment. On va travailler là-dessus. Merci beaucoup, Yvon. D'ailleurs, il est là ce matin pour faire la vidéo. Et nous sommes aussi en compagnie, bien sûr, de Marc-André Lavoie à la régie. En fait, Marc-André Lavoie, il faut savoir, c'est le grand maître des comptes à rendre. Il est à la régie ce matin, retour du temps des fêtes. Bonjour Marc-André Lavoie. Bien, bon matin, comment allez-vous? Bien, ça va très bien, vous. Le retour des fêtes, qu'est-ce que ça a l'air? Bien, ce qui arrive, c'est que les nouvelles années amènent de nouveaux défis. Je pense que c'est très intéressant. Le nôtre, d'ailleurs, pour cette année, il risque d'avoir beaucoup de changements annoncés dans les prochaines semaines. Mais j'ai bien hâte de voir ce que ton invité a à dire. J'ai moi-même et Yvon lu quelques petites choses, donc je me permets de te laisser l'antenne à toi. Excellent. Alors, ce matin, Marc-André et Yvon, nous avons dans nos studios de Radio Centre-Ville, on a le plaisir d'être accompagné d'André Descaries, qui est écrivaine, oui, informaticienne, etc., etc. Ce qu'elle n'a pas dit, c'est qu'elle est aussi éditrice, conférencière, et j'en passe. Alors, André Descaries, je vais me permettre de vous présenter. André Descaries, donc, est comptable agréé, informaticienne visionnaire. Elle a participé d'ailleurs à plusieurs enquêtes de fraude économique et d'analyse de contrôle informatique. Puis tout ça l'a mené en fait vers la vérification informatique. Elle a poursuivi sa carrière chez plusieurs entrepreneurs internationaux en technologie de l'information et dans l'implantation des systèmes informatiques. Sa passion pour l'industrie de l'énergie l'a amenée à réaliser plusieurs mandats auprès de ces entreprises. Elle a aussi enseigné à l'Université de Montréal. Elle donne et a donné des conférences de toutes sortes, bien sûr. Ses 30 ans d'expérience lui ont permis de prendre conscience des enjeux géopolitiques, énergétiques, lui permettant de communiquer habilement sur le choc pétrolier. Ça, c'est quelque chose, puis on va en parler tantôt. Au cours de sa carrière, elle a beaucoup voyagé en Amérique du Nord, en Amérique centrale, en Afrique et en Europe. Elle est également détentrice d'un baccalauréat en comptabilité publique, je m'excuse, ça doit m'énerver, de l'École des hautes études commerciales de l'Université de Montréal. Elle possède également une licence de comptable agréé et un certificat en informatique. Ça, c'est quelque chose, on va y revenir. Alors, laissez-moi souligner ceci, André. J'ai lu quelque part qu'avec vos livres comme Pétrole Lascaux, Alice au pays des cybercriminels, et le tout dernier là, qui va sortir bientôt, L'éradicateur, un jardinier qui en savait trop, paraîtrait-il que vous êtes une extraordinaire écrivaine, mais surtout que votre talent est puissant et très provocateur. Bonjour, André Descaries. Bonjour, Nathalie Turgeon. Comment ça va? Ça va super bien. Bon, on est très, très heureux de vous recevoir ce matin. Dans ma fantaisie, en tout cas après avoir lu les 2 premiers livres, je n'ai pas lu le 3e, là, je me suis dit provocatrice. André Descaries, provocatrice. Comment ça, provocatrice? Pour faire avancer les choses, aussi pour dire les vraies choses, pour informer la population et aussi beaucoup dans mon expérience professionnelle, j'ai souvent été la première personne à faire des choses, donc j'ai souvent amené beaucoup de choses nouvelles dans mon travail. J'ai été, par exemple, la première femme comptable qui a été engagée dans un bureau de comptable agréé. Ah oui? Un bureau privé qui était la première dans ce bureau-là particulièrement. Ah oui. Pourquoi? Parce que les femmes n'allaient pas dans le monde de la comptabilité ou parce qu'on n'acceptait pas les femmes dans le milieu? Je ne sais pas vraiment pourquoi exactement, mais pourtant, ils sont d'excellentes travailleuses, comme toutes les autres, là, ça c'est sûr et certain. C'est un monde qui est quand même un monde qui est dur. Donc, c'est beaucoup d'exigences. Il faut avoir des nerfs solides. Oui, absolument. Et à ce moment-là, ben, je comprends votre idée des chiffres et tout ça. Je veux bien, puis il faut savoir qu'on s'est déjà rencontrés, nous. On se connaît d'un festival ou du festival hors ligne. On s'est vu au Salon du Livre et tout ça. Moi, je ne perçois pas votre côté comptable, mais votre côté écrivain, ah oui, ça c'est sûr et certain, puis provocatrice, certainement. Mais dites-moi donc, comment on passe, André, de la comptabilité, avec les études que vous avez et tout ça, à l'écrivain, même si vous écrivez depuis toujours, là, comment ça se fait que vous avez passé de l'autre côté, de ce côté-là, en fait? Je dirais que je suis revenue à mes premières amours. Ah!
Quand j'ai commencé mes études, j'ai écrit quelques livres, sans publier à l'école, mais j'ai jamais poursuivi ça parce que je voulais poursuivre d'autres chemins professionnels. C'était important pour moi d'avoir un travail à la fin de mes études, très, très important. Donc, alors, quand on est écrivain, on n'a pas de possibilité d'emploi, vous pensez? C'est plus dur et c'est pas quelque chose qui est certain. Ça, c'est sûr. Ouais. Et j'avais besoin d'argent pour aller à l'école et donc j'avais besoin d'argent aussi pour me faire vivre, donc c'est important. Et j'aime le changement. Donc, la comptabilité, c'est quelque chose qui ne change pas vraiment souvent. C'est pas mal toujours pareil. Donc, c'est pour ça que je suis allée après ça vers l'informatique, qui est un nouveau domaine qui s'ouvrait à cette époque-là. Et ça m'a attirée tout de suite parce que c'était absolument logique et ça offrait des possibilités fantastiques. Et à partir de là, ça m'a amené vraiment à m'en aller vers l'informatique et mes doubles compétences, je dirais, comptable et informatique, m'a toujours amené dans des domaines qui étaient en deux chaises, comme la fraude économique. Oui. La fraude informatique, tous les systèmes d'opération de l'énergie aussi, qui sont du domaine, il faut bien connaître le domaine d'affaires en même temps qu'avoir une idée de comment ça pourrait marcher en informatique. Donc, tout ce domaine-là m'a amené là-dedans. Et quand j'ai travaillé dans beaucoup de systèmes d'opération d'énergie, j'ai eu accès vraiment à beaucoup d'informations privilégiées où je pouvais comprendre c'était quoi l'implication dans le domaine de tous les jours, dans les activités de tous les jours. Et cette information-là n'était pas vraiment publiée ou on n'en parlait pas plus que ça. Mais comment ça se fait qu'on n'en parle pas alors qu'on a toute l'information? L'information est là, c'est ce que je comprends. Non, l'information, elle n'est pas là. Ah! Non, cette information, elle est cachée. Donc, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre-là. Ça faisait longtemps que je voulais écrire un livre. On parle bien de pétrole Lascar. Oui, ici, hein? Voilà. Oui, absolument. Et je cherchais un sujet qui m'allumerait vraiment, parce que c'est une passion pour moi, vraiment, l'écriture. Et là, j'ai dit, bon, ben, pourquoi pas parler des sujets cachés-là, de ces informations-là qui sont vraiment cachées. Pourquoi pas les dévoiler au grand jour? Quand j'ai lu Pétrole Lascar, d'ailleurs, ça m'a un petit peu... J'étais en choc, en fait, d'une certaine façon. D'abord, il y a beaucoup d'informations qui sont véridiques. Toutes les informations sur le pétrole dans ce livre sont véridiques et la plupart sont vérifiables. C'est ce qui m'a un petit peu surpris parce que c'est d'abord un trailer pétrolier, on l'appelle comme ça. Ça a été publié d'ailleurs en 2012. Il y a beaucoup d'informations, puis je suis allée en vérifier. Je vous avoue que je suis allée en vérifier. Je me suis dit, bon, ben, est-ce que c'est juste pour agrémenter l'histoire? Mais non, j'ai l'impression, mais en tout cas, chaque fois que j'ai lu quand même 2 fois votre trailer, je me disais, c'est aussi juste, mais en même temps, c'est comme si vous nous ameniez d'une certaine façon par le biais du trailer, du suspense, vous nous donnez plein d'informations. Pensez-vous que ça peut avoir un impact pour le lecteur, ça? Ben oui, beaucoup. Quand j'ai commencé à écrire ces livres-là, je suis allée chercher de l'aide, je suis allée chercher un coach d'écriture qui est un journaliste. Et la première chose qu'il me dit, c'est « Pourquoi tu n'écris pas un livre de non-fiction? » Mais j'ai dit non. Il y a une grosse raison, c'est que j'ai signé des accords de confidentialité, n'est-ce pas? Donc, je ne peux pas écrire un livre de non-fiction. Et aussi, c'est un sujet aride, le pétrole. C'est un sujet qui est très mathématique, scientifique. Donc, je voulais vraiment toucher un plus grand nombre de lecteurs et rendre la chose aussi plus intéressante. J'ai lu quelque part ce qui était dit sur le sujet, sur le pétrole Lascar, que vous nous faisiez un cadeau d'un solide roman qui nous plonge dans les coulisses de ceux qui tiennent les ficelles de l'industrie pétrolière et qui tiennent par tous les moyens à maintenir l'hégémonie. Ça veut dire qu'il y a des gros secrets en dessous de tout ça, là? Oui, il y a un gros secret majeur, oui, et c'est le pic pétrolier qu'on a passé en 2008. Oh là 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 là. Le pic pétrolier, c'est à ce moment-là qu'on a consommé la moitié des réserves mondiales de pétrole. Là, on est sur la pente descendante. On est sur la pente descendante, c'est pour ça que le prix de l'essence augmente? Absolument, c'est ça, oui. Il y a une partie qui est spéculation là-dedans, parce que le prix, il augmente et diminue, il augmente et diminue. Oui. On a un peu ce jeu-là du yo-yo, Oui. mais il y a une tendance irréversible qui est vers la hausse, par exemple.
Donc, c'est pas terminé. Ça va se poursuivre, là. Ça va Ça continuer va se à poursuivre, on va voir des sommets, on n'a pas fini. Ça va être toute une phase de transition. Ça veut dire qu'on est mieux de se prendre une passe d'autobus, finalement, d'avoir un passage pour l'autobus, non? Ça va augmenter aussi. Oui, il y a beaucoup de solutions possibles, mais la première, c'est de commencer à devenir indépendant du pétrole. Et le pétrole, c'est pas seulement le transport, hein. Non, c'est ça. C'est aussi les plastiques, Oui. les médicaments, il y a une foule de choses, les engrais Oui. chimiques. C'est toute notre économie qui est affectée par ce phénomène-là. Et on est présentement dans la phase de transition, on a déjà commencé. Donc, on voit un peu les impacts. Par exemple, le prix du pain. Le prix du pain, il a presque doublé en 5 ans. La principale cause de ça, c'est le pic pétrolier. C'est parce que les engrais chimiques qu'on prend, qu'on met pour faire pousser le blé plus vite, c'est un engrais qui est extraordinaire. Cet engrais-là coûte de plus en plus cher. Donc, c'est beaucoup plus large, l'impact va être beaucoup plus large que ce qu'on s'imagine. Beaucoup plus large que le transport. Ouais. Je vais nous amener tout de suite au deuxième trailer, qui est un trailer, un suspense psychologique, en fait. Donc, Alice au pays des cybercriminels, le cri de révolte des sans-voix. Vraiment, moi, je suis restée bouche bée, complètement. On dit, c'est dit quelque part que, en fait, aux États-Unis, ils sont beaucoup mieux organisés que nous quand il y a de la pédophilie, par exemple. Et qu'au Québec, en fait, les pédophiles, les cyberprédateurs, etc., en prennent à peu près pour 2, 3, 4 mois, finalement, ici. L'histoire d'Alice au pays des cybercriminels, parlez-nous-en un petit brin. C'est l'histoire d'une pirate informatique qui va traquer un assassin sur Internet. C'est un tueur en série. Oui. Qui se déguise en personnage de conte pour enfants pour faire ses crimes, mais il tue des méchants. Et les méchants qu'il tue, évidemment, plusieurs, ce sont des pédophiles. Et à travers cette histoire-là, ce qu'on apprend beaucoup, c'est comment les cybercriminels font pour rejoindre ces jeunes-là. Comment ils font pour les rencontrer aussi, les enlever et les violer. Moi, quand vous dites quelque chose comme ça, évidemment, j'ai le poil qui me dresse sur les bras. D'une certaine façon, votre motivation à écrire ce genre de roman-là ou de suspense-là, d'une certaine façon éducationnelle. C'est comme si vous vous étiez donné une mission d'une certaine façon. Oui, je me suis posé des questions sur pour qui j'écris ou pourquoi j'écris. Qu'est-ce qui me motive à écrire? Et c'est vraiment pour aider l'humanité. J'ai une vocation, oui, que j'aime là-dedans, le côté informatif, éducation, tout ça. C'est pour ça que je donne aussi les conférences. Oui. Et en travaillant dans les fraudes informatiques, ces choses-là, ce que j'ai appris, c'est que les cybercriminels, particulièrement les cybercrimes envers les jeunes, ça l'a particulièrement explosé. C'est une augmentation qu'on connaît de 30 par année. Il n'y a aucun crime qui connaît. 30 par année. C'est épouvantable. Il n'y a rien comme ça au niveau criminel qui connaît une si grande augmentation. Et après ça, j'ai commencé à vérifier les informations un peu. Je suis allée rencontrer d'ailleurs le sénateur Pierre-Hugues Boisvenu à Ottawa, parce que c'était le fondateur d'une association d'aide aux familles et aux victimes d'actes criminels. Donc, je me dis qu'il en connaissait long sur le sujet et aussi ce qui est arrivé à sa fille. Et lui, c'est lui qui m'a dit, particulièrement qu'au Québec, on était un peu le paradis, nous, des cybercriminels et des cyberprédateurs sexuels, parce qu'on est mal organisé. Notre loi les met à peu près pas en prison. Oui. À quoi vous attribuez ça? En fait, d'une certaine façon, quand je pense, je veux bien croire, les adolescents, les jeunes ont plus accès, en fait, à l'informatique. C'est une chose. Mais les parents, les adultes qui les encadrent, qui sont autour d'eux, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, les adultes, souvent, ils n'ont pas la connaissance. Moi, j'étais chanceuse de travailler en informatique, donc j'ai des enfants aussi. Donc, c'était un peu, pas facile pour moi, mais disons plus facile de mettre, premièrement, d'informer mes enfants que ça existait. Oui. Et, bon, puis il faut les informer, en fait. Absolument. Ils ne sont pas informés de ça, les jeunes. Chez nous, les amis venaient, on les informait, nous autres, de ce qui se passait, de ce qui arrivait là-dessus. Il y a aussi toute la pornographie auquel nos jeunes ont accès. Il faut aussi leur parler de ça. Ça fait partie des choses. Ça fait partie de l'éducation, en fait. Absolument. Ouais. Et il n'y a pas
plus d'éducation que ça sur ce type de crime-là, de cybercrime. Est-ce que c'est parce que c'est récent, en somme toute, là, parce que ça fait quand même pas 50 ans que l'informatique existe, puis tout ça, là, avec l'accessibilité dans... Oui, c'est assez récent et probablement que les parents qui ont des enfants d'un certain âge et qui n'ont pas touché à ça étant jeunes ont plus de difficultés probablement à comprendre ou à être familiers avec les règles de sécurité à mettre là-dessus. Là. Mais c'est vraiment, la meilleure sécurité, c'est l'éducation. C'est pas vraiment de mettre des contrôles parentaux, des choses comme ça. Il y a une certaine époque où, bon, quand les premiers jeux vidéo ont commencé, puis tout ça, pensez-vous qu'il y a comme une espèce d'effet d'entraînement? On sait un peu, là je mets ça entre guillemets, on se dit, ben c'est un jeu, l'ordinateur c'est comme un jeu pour le jeune et tout ça. Mais là, quand on passe aux réseaux sociaux et tout ça, là ça prend de l'ampleur. Alors comment on peut... En fait, c'est dans les jeux comme ça sur Internet que les cyberprédateurs rejoignent principalement les jeunes. Ah oui? Oui, c'est pas tant que ça par les réseaux sociaux. Dans ces jeux-là, avec des plateformes avec multijoueurs, il y a une petite fenêtre pour parler entre joueurs. Et là, où ils vont personnifier aussi des personnages, des avatars qu'on appelle dans ce jargon-là. Et là, ils vont se faire des amitiés comme ça. C'est comme ça qu'ils les rejoignent, qu'ils les manipulent. C'est quand même, bon, c'est sûr que moi je trouve ça ahurissant. Quand j'ai lu le trailer, le suspense policier, je l'ai pris vraiment comme un livre. Alors je veux juste avertir nos auditeurs, sensibiliser nos auditeurs dans la façon que vous écrivez, André. Évidemment que ça nous donne plein d'informations, mais c'est pas qu'un roman ou un trailer informationnel. Il y a quelque chose de... On a envie d'en savoir plus, en fait. C'est beaucoup moins aride, en tout cas, que de lire, je sais pas moi, des informations statiques là, dans les journaux et tout ça. La façon d'écrire, votre processus d'écriture est quand même pas anodin. J'aimerais ça que vous nous en parliez un petit peu. Comment vous vous y prenez dans votre processus, là? En fait, j'ai une idée en gros de ce quoi je veux parler quand je commence à écrire un livre, mais mes personnages se créent par eux-mêmes, si je peux dire, et je ne fais que raconter leur vie. C'est comme ça que ça se passe, moi, le processus d'écriture. Je suis ce que le personnage a décidé de faire. Je suis pas plus organisée que ça. Il n'y a pas de plan. Il n'y a pas de plan. Il n'y a pas de plan au départ, non. Je vais écrire et là, je vais aller dans une direction, des fois, dans une autre, tout ça. À la fin, là, je vais structurer ça un peu plus. Je vais peut-être changer des choses de place pour suivre une séquence plus chronologique, par exemple. Ou je vais enlever des personnages que je trouve qui sont trop... pas vraiment dans l'histoire. Comment c'est reçu dans les écoles? Vous disiez tantôt que vous avez des conférences dans les écoles et tout ça. Comment c'est reçu par les jeunes? Il y a beaucoup, beaucoup de questions des jeunes. Et une des questions que les jeunes se posent, c'est quoi un viol? Oh, pelaille! Il est arrivé telle affaire à ma cousine. Elle s'est-tu vraiment fait violer? Je suis pas sûre. Hey, quand tu es rendu à se poser cette question-là, c'est parce que tu manques d'informations, de connaissances. Oh là là! Ils comprennent bien l'intimidation, la cyber-intimidation. Ils comprennent bien comment arrêter ça. Ils comprennent bien l'auto-exploitation, qu'est-ce que c'est. Prendre des photos d'eux-mêmes, envoyer ça sur Internet. Ça, ils sont conscients. Là. Ils sont conscients, ils commencent à être allumés là-dessus. Mais le gros manque, c'est vraiment la cyberpornographie. Là, ils ne savent pas vraiment, c'est-tu de la pornographie, c'est quoi de l'érotisme? Bon, c'est une question qu'on se pose quand même depuis la nuit des temps, on pourrait dire, mais il y a quand même une ligne facile des fois. Alors, il y aura de quoi placoter dans les chaumières, ça c'est sûr et certain. Je veux vous amener maintenant vers le troisième, parce que au mois de mars 2014, ça sera le troisième bouquin qui va sortir. Donc, L'éradicateur ou le jardinier qui en savait trop. Oui, c'est ça. Hein? Bon, j'aimerais ça que vous nous en donniez un petit peu. Celui-là, je ne l'ai pas lu, alors quelques petits teasers, là, quelques petites choses pour nous aider à comprendre. Le grand sujet de ce troisième livre-là, ça va être, c'est les drogues synthétiques. Ouais, c'est les mêmes personnages qui se retrouvent, hein, la même firme d'enquêteurs là, qui se retrouvent d'un livre à l'autre, dans les trois livres d'ailleurs. Et donc, on commence en Chine, dans les collines de thé.
Et ce sont deux jeunes Chinois qui vont sortir de Chine et vont s'en aller au Panama. Bien, ils vont vivre une belle vie au Panama, mais à un moment donné, ça va mal tourner. Et il va y avoir un meurtre, ou un meurtre ou un suicide, on ne sait pas. OK. On se pose la question, et là, il va y avoir une enquête. Et là, on va vraiment découvrir une vie parallèle qu'on ne connaissait pas de cette personne-là qui est morte. Et on va parler des drogues synthétiques. On va parler aussi beaucoup de la Colombie, du marché de la drogue en Colombie, tout ça. Donc, il va y avoir une enquête et notre jardinier, il va partir en guerre contre le cartel colombien de la drogue, mais avec des hommes qu'il connaît bien et qui maîtrisent très, très bien. Et il va y avoir une armée très spéciale qui va envoyer en Colombie infecter les plants de coca. Et ça va tellement bien marcher, son armée, que je ne dis pas c'est quoi. Ben non, voilà. Que ça va créer une pénurie sur le marché nord-américain de cocaïne. Ça serait une solution, vous croyez? Pensez-vous que ça peut être réalisable? Oui, absolument, oui. C'est une idée d'ailleurs que j'ai entendu parler à un moment donné avec quelqu'un qui voulait enrayer la drogue en Colombie. André, quand je disais tout à l'heure que vous êtes une personne provocatrice, on comprend mieux le personnage, on s'entend là-dessus. C'est sûr que moi, j'ai envie de lire le 3e, évidemment. Vos attentes à vous, comme personne, comme écrivaine. Bon, vous faites de l'éducation, vous avez envie de nous stimuler au niveau de la lecture, ça, j'ai bien compris ça aussi. Mais l'impact, qu'est-ce que vous souhaiteriez? L'impact de vos livres, qu'est-ce que vous souhaiteriez qu'il arrive? Bien, qu'il y ait le plus de monde possible qui le lisent, évidemment, et qui deviennent conscients. Dans le fond, mes attentes, c'est vraiment d'élever la conscience, je dirais, humaine dans ces sujets-là, particulièrement. Parce que c'est aride, là, on se le dit. Là. Oui. C'est aride là, comme sujet. Pas le contenu du livre, mais... Oui, mais on s'amuse beaucoup. Oui, à ça, c'est absolument, on a envie, on va d'une page à l'autre, puis on veut toujours en savoir un peu plus. Ça, c'est sûr. C'est aussi des sujets pour les jeunes, par exemple, les adolescents, les gars qui lisent moins. Ou, tu sais, c'est plus dur, eux autres, de trouver des livres souvent, là, qui vont les intéresser. Puis ça, c'est un monde qui aime beaucoup, d'habitude, ces jeunes-là. Donc, c'est aussi vraiment pour s'amuser, se préparer à la phase de transition, comprendre notre monde moderne, comment ça marche, les affaires. En tout cas, c'est avec les vrais mots, ça, c'est sûr et certain. André, je vois la fin de la chronique arriver. Il me semble qu'on aurait plein de choses à se dire. Vous êtes aussi éditrice, vous avez la maison d'édition Révolte. Alors, j'invite les auditeurs, bien sûr, à aller voir sur les sites Internet tout ça pour en savoir davantage et sur vos livres et sur les éditions Révolte. Il y a aussi, puis je vais me permettre, Marc-André, si vous vouliez bien me passer le livre que vous avez entre les mains, j'apprécierais. On va faire une petite publicité pour quelqu'un aussi. Voulez-vous nous en parler, André? Certainement. C'est un jeune auteur de 17 ans qui écrit dans un style très particulier. Il s'appelle Félix D. Corbeau. Et il a écrit 2 livres. La première, ça s'appelle Histoire de peur. Ce sont des contes, des essais, des nouvelles et des poèmes d'horreur. Des poèmes d'horreur. On va refiler ça chez Yvon Jean, certainement. Alors, on aura peut-être l'occasion de rencontrer Félix prochainement. Prochaine année, un autre projet d'écriture qui s'en vient. Le 3e sort là, au mois de mars 2014. Oui, j'ai déjà mon idée. Un scoop peut-être, rapidement? Ça va être les sectes sataniques. Ça va être aussi des tueurs en série, un tueur en série, probablement. Oh là 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 là. Alors, vous viendrez nous présenter ce 4e livre-là, hein? Avec très grand plaisir. Ben, merci beaucoup, André Descaries. Merci beaucoup, Nathalie Turgeon, de m'avoir invité à votre émission. Plaisir. Oh, on vient d'avoir toute une entrevue avec André Descaries, c'est quelque chose, ça c'est sûr et certain. Alors, on passe au volet événements. Je fais ça assez rapidement. Vous dire que demain soir, le 17 janvier, il y a une soirée pyjama au Lion d'Or. Allez voir sur les sites Internet, vous allez voir si, entre autres, c'est un premier party pyjama littéraire qui s'amène à Montréal.
c'est sous l'égide, en tout cas, il y a entre autres Claudia qui a fait toutes sortes de choses à ce niveau-là. Il y a Kim Thuy. Bon, alors il y a des gens qui... Allez voir ça sur le site du Lion d'Or. Le premier party pyjama littéraire. Il y en aura quelques-uns le 17 janvier, le 7 février, le 25 avril, avec des auteurs qui vont vous recevoir et puis vous aurez l'occasion d'avoir peut-être, de passer même au confessionnel puis d'avoir des petites phrases pour vous. Alors, il y a cet événement-là que moi je trouvais intéressant. Dans les prochaines semaines, on va recevoir également Pierre Zalowski. Alors, Pierre Zalowski, c'est un écrivain. Il viendra nous parler de ses livres, mais entre autres, Le froid modifie la trajectoire des poissons. On risque d'avoir beaucoup de plaisir. On aura également prochainement Jean-François Beauchemin, Quelque part dans l'éternité. C'est quelque chose de fabuleux. Vous allez voir, allez voir sur les sites internet, Jean-François Beauchemin, très intéressant. Une dernière petite chose, Montréal en lumière, 20 février au 2 mars. On aura l'occasion d'être présent, évidemment, particulièrement, d'ailleurs, Roger Stéphane Blaise va venir nous en parler, où on aura une petite information là-dessus, pour les 10 heures de la poésie. Alors, aux 10 heures de la poésie, c'est vraiment un événement absolument particulier, et c'est une nuit absolument magique, mais vous allez voir, Montréal en lumière, c'est un événement cette année, quelque chose de très, très bien. Et c'est... par la même occasion, c'est présidé par Tristan Malavoie pour les 10 heures de la poésie. On aurait plein de choses à se dire encore, bien sûr. Alors, d'abord, merci beaucoup à notre invité, André Descaries. Merci beaucoup. On a hâte de vous revoir. Merci. Merci beaucoup, Nathalie Turgeon. Un gros, gros merci. Merci à Yvon Jean, alors à la vidéo. Et puis, vous aurez ça sur YouTube et à Marc-André Lavoie. Chaque semaine, on reçoit vos courriels, on y répond. Alors, vous avez des suggestions? Sans problème. Bonne semaine. Bonne lecture.